Charlie, si tu veux peut-être te présenter, Ouais, bah nous super, dire un peu merci, qui tu es et tout. merci Bruno. Donc moi je suis Charles Gaillard, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et j'ai créé et donc maintenant je suis le président de Bigger depuis 2020. On a vraiment lancé notre activité en septembre pardon 2021. Donc ça va bientôt faire un an. Et puis donc du coup je suis voilà ravi d'être avec vous. Petite précision importante, j'ai été freelance avant ça pendant plusieurs années. Et donc c'est aussi voilà un petit retour d'expérience que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui et donc essayer de répondre à un maximum de vos questions aussi pour pouvoir vous conseiller. Et je vous expliquerai un petit peu ce qu'est Bigger juste après. Exactement. Je rebondis sur le fait qu'on essaye au maximum de vous apporter de la valeur, c'est-à-dire que le webinaire est prévu pour 1 heure. Si ça dure plus ou moins de temps, et ben c'est pas grave. L'idée c'est de pouvoir vous apporter quelque chose, un contenu impactant euh, et pas de blabla particulier. Au sommaire, on va avoir un petit tour d'horizon du freelancing pour recontextualiser un peu aujourd'hui et vous donner un peu les tendances de si demain vous voulez vous lancer en tant que freelance, ben, qu'est-ce qui peut se passer. Ensuite, on vous donnera un peu les étapes clés et principales pour vous permettre de vous lancer concrètement. Donc le 1, c'est plus je me projette dans un secteur d'activité qui est en développement. 2, comment est-ce que je prépare mon lancement? Et 3, si demain je veux le faire, comment est-ce que je peux être accompagné? Quels sont les petits conseils qu'on peut avoir et comment je pourrais continuer à avoir des informations sur tout ça. Là, je vais redonner la parole à Charlie pour qu'il vous présente un petit peu ce que c'est Bigger, si jamais vous ne savez pas concrètement ce que ça peut vous apporter. Voilà, donc rapidement, vous avez une belle photo de notre équipe. Donc Bigger, en fait, c'est un service de mise en relation entre des talents que vous êtes et des entreprises. On travaille aujourd'hui avec beaucoup de clients de secteurs différents, de tailles différentes, avec quand même beaucoup de gros clients. Donc on est plutôt sur des clients assez corpos, des grandes entreprises. On travaille aussi avec des startups. Et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner les talents comme vous, notamment indépendants, à trouver leur prochaine mission. Donc ça, c'est ce qu'on fait, on va dire, au quotidien. Mais notre rôle, c'est aussi de vous accompagner beaucoup plus, c'est-à-dire de vous aider justement à prendre du recul sur votre projet professionnel, à comprendre un petit peu justement quels sont les statuts du freelancing, comment se projeter, comment on peut voilà, améliorer peut-être son positionnement, comment on fixe son tarif, enfin, toutes ces questions que vous avez au quotidien, nous, on essaye vraiment d'y répondre. Et notre approche est une approche qui se veut très qualitative, c'est-à-dire qu'on fait des points de suivi extrêmement réguliers avec à la fois les talents et les entreprises qui nous font confiance pour s'assurer que tout au long de la collaboration, ça se passe du mieux possible pour vous et qu'il y a un alignement justement entre votre projet professionnel et les valeurs et la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes amené à travailler pour une durée déterminée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait chez Bigger. Voilà, on est une petite quinzaine maintenant. On est basé à Paris, mais on travaille dans toute la France. On a même des clients à l'étranger. C'est 25% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu pour une présentation assez rapide de Bigger. Yes. Moi, je rebondirai sur le fait qu'effectivement, je pense que ce qui est intéressant dans l'approche, c'est d'avoir une proximité avec ces indépendants. L'idée, c'est que bah, leur proposer une mission qui correspond à leurs besoins, mais aussi de les accompagner vraiment au quotidien et sur plusieurs années. En fait, le freelancing, et c'est un peu ce qu'on va voir aussi ici dans le tour d'horizon, mais c'est un marché qui se développe beaucoup, mais l'idée, c'est de faire en sorte aussi qu'on ait des gens qui se projettent sur une activité d'indépendance sur du moyen long terme. Et ça se fait forcément par un accompagnement avec tout un écosystème. À mon sens, c'est pas uniquement l'indépendant qui va construire tout seul son projet. Il aura forcément besoin d'être aiguillé. Et c'est aussi ça que Bigger a envie de faire avec les indépendants qui travaillent avec eux. C'est ça. Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, effectivement, donc moi, j'ai été free pendant 3 ans et je me suis rendu compte que c'était assez difficile de faire valoir parfois son potentiel ou ses compétences seul. Et c'est là où nous, on peut avoir une plus-value puisque on va vous permettre déjà de bien comprendre quels sont vos axes différenciants et puis, du coup, comment mettre en avant vos compétences auprès d'entreprises qui auraient besoin de vos compétences, justement. Mais on va bien au-delà de ça et on va vraiment vous accompagner tout au long voilà, de votre parcours de freelance. Et en fait, vraiment, chez Bigger, on considère que les talents comme les entreprises, ce sont nos clients. Et donc, voilà, on est vraiment dans cette logique d'accompagnement et d'apporter de la valeur un maximum parce qu'on pense que c'est important. Et on construit quand même des histoires. Voilà, on fait du matching, comme on dit. On construit des histoires. Et donc, les histoires, forcément, pour qu'elles fonctionnent, il faut bien se connaître et bien se comprendre. Et donc, c'est vraiment cette phase qui est essentielle aussi
on en parlera tout à l'heure sur le positionnement, sur se poser un petit peu des questions, prendre un petit peu de recul pour créer une offre qui est en adéquation avec vos valeurs à vous et puis qui ait sa place sur le marché. Mhm. Justement, pour rebondir sur le marché, alors là, on vous a mis quelques statistiques en fait pour vous montrer un peu quel est le niveau de développement en fait du freelancing. Moi, c'est un secteur d'activité dans lequel je suis depuis maintenant plus de 4 ans, euh, vraiment au quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les grandes masses, Charlie? Qu'est-ce qui drive aujourd'hui le marché? Et un peu commenter les statistiques qui sont mises ici? Ouais, bien sûr. Donc, on vous a mis effectivement plusieurs chiffres pour vous donner un petit peu quelques idées de ce qui se passe en ce moment, des tendances. Donc, on voit qu'effectivement, depuis 2019, pardon, on a quand même une augmentation qui est sensible, pas loin de 10% du nombre de travailleurs indépendants. Alors ça, c'est quand même assez surprenant vu la crise qu'on vient de vivre. Beaucoup prédisaient qu'effectivement, avec le Covid et cette forme d'incertitude, peut-être que cette tendance se tasserait un peu. Ben non, en fait, elle continue de perdurer et voire même elle s'amplifie. Et ça, c'est des choses que nous, on constate vraiment. Pour dire peut-être un petit mot là-dessus, on a de plus en plus de personnes qui font appel à nos services et qui nous disent j'ai eu le déclic pendant le Covid, je me suis posé la question du sens de ce que je faisais au quotidien pour mon employeur. Peut-être certains, d'ailleurs, étaient dans des entreprises pendant longtemps. Et il y a eu une remise en cause un petit peu de l'ordre établi, on va dire, pendant le Covid. Et donc, beaucoup de personnes se sont au contraire beaucoup intéressées au freelancing et à une autre façon de s'organiser, avec peut-être plus de flexibilité, des contraintes qui sont différentes. On y reviendra. Et donc ça, ça a été finalement un moteur, je pense, le Covid pour le freelancing. On Mhm. voit 48% des entreprises aujourd'hui, elles rencontrent des difficultés pour recruter des talents. Donc ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose. On a énormément de remontées d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver des talents. J'ai fait un gros focus dans ma présentation sur la partie freelancing, mais il s'avère qu'on fait aussi du recrutement en CDI pour les entreprises qu'on accompagne. Et je peux vous dire que tout aujourd'hui nous remonte ce sujet qui est le sujet de préoccupation numéro un, comment trouver les bons talents. Et donc, évidemment, elle se tourne vers d'autres formes aussi de contrats. Pendant longtemps, elle ne jurait que par le CDI et de plus en plus, elle s'ouvre à d'autres formes de collaboration, puisque l'essentiel, c'est quand même d'avoir les compétences et l'expertise en interne pour pouvoir ensuite avancer et déployer les projets. Mhm. On avait une question de Mélodie qu'on peut peut-être répondre aussi directement, mais elle posait la question sur des secteurs sont-ils plus concernés que d'autres par le freelancing? Qu'est-ce Alors, que tu en penses? alors, en secteur d'activité pure, oui, il y a quelques secteurs qui sont, on va dire, plutôt matures par rapport à d'autres. Donc effectivement, là, les exemples que tu donnes, Mélodie, sur le marketing, sur les ventes, effectivement, c'est souvent des secteurs où on a beaucoup recours au freelancing, mais en réalité, c'est quand même une tendance générale. On retrouve ça quand même dans tous les secteurs d'activité, y compris sur des métiers qui sont assez industriels. Donc c'est quand même une tendance de fond qui est assez forte. Je dirais que ce qui est plus segmentant, c'est moins le secteur d'activité de l'entreprise que les types de profils. Donc, je dirais qu'il y a des métiers, je le dirais plutôt comme ça, il y a des métiers qui sont effectivement plus, on va dire, adaptés à un mode de fonctionnement freelance, ou en tout cas où il y a une offre et une demande qui sont plus fortes. Donc voilà, ça peut être effectivement dans la transformation digitale, évidemment, on en a tous beaucoup entendu parler, mais même sur d'autres métiers, effectivement, marketing, mais c'est plutôt, je pense que c'est vraiment, est-ce que je fais un métier qui peut s'exercer en indépendant, plutôt que est-ce que je suis dans un secteur d'activité qui, quelque part, acceptent de travailler avec des indépendants. Donc ça, Mhm. c'est aussi dans le cadre de votre projet professionnel quelque chose à réfléchir et voir comment vous voulez exercer votre métier et est-ce qu'il y a une offre aussi pour une demande, pardon, est-ce qu'il y a une demande d'entreprise pour travailler avec des profils tels que les vôtres en mode freelance. C'est ça, et d'autant, je rebondis aussi sur le fait qu'au final, on, on résume parfois trop le freelancing à, à une activité de développeur tech qui bosse derrière son PC. Au final, c'est juste l'idée de se dire que aujourd'hui les entreprises, elles cherchent de plus en plus de talents, elles ont du mal à recruter, et les talents, eux, ils n'ont pas forcément envie non plus de dépendre que d'une seule entreprise, d'être forcément salariés, et ils veulent beaucoup plus d'agilité, et c'est une agilité souhaitée des deux côtés. Donc en fait, ce qui peut être intéressant tout simplement, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, mon entreprise a envie de travailler avec moi sur le même format, mais d'un point de vue freelance. Alors peut-être qu'au départ, je vais travailler un peu moins avec eux, mais je vais travailler avec d'autres. Et tout ça, en fait, vous match finalement une activité d'indépendant. Tu C'est as pas raison, forcément.
enfin, c'est beaucoup plus, enfin, la finesse est beaucoup plus, enfin, pardon, le profil d'un freelance aujourd'hui est beaucoup plus large qu'historiquement on se disait, bon, ben, c'est un peu classique, je me mets en indépendant uniquement pour le client chez qui j'ai travaillé avant en tant que salarié, quoi, ou dans une boîte de conseil. Ça a beaucoup Oui, évolué, en fait, aujourd'hui. et puis il y a 5 ou 10 ans, on parlait effectivement des développeurs et encore, et surtout des graphistes, des pigistes. Exactement, Enfin, c'était c'est d'autres ça. métiers qui étaient concernés par le freelancing. Aujourd'hui, on voit que tous les métiers sont quand même, chacun à leur niveau, mais malgré tout concernés. Et donc voilà, encore une fois, c'est une tendance qui est quand même assez globale et assez générale. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous proposer le premier sondage sur. C'est une question vraiment toute simple. On n'a pas voulu faire compliqué pour les premières fois. Avez-vous déjà exercé en tant que freelance? Alors, je vais vous lancer le sondage. Tic, tic, tic. Publier. L'idée, c'est vraiment de savoir un peu, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui avec nous sont freelance, aimeraient l'être ou se lancer? Du coup, moi, je vais répondre aussi. Et si vous répondez, ben, du coup, vous avez droit à avoir les réponses. Euh, c'est la petite condition. Si on voit là dans les réponses qu'on a, on a 60% de personnes qui ont répondu en indiquant qu'ils étaient déjà freelance et 40% qui ne l'ont jamais été. C'est plutôt équilibré, mais on va essayer du coup enfin, de repartir un peu sur les fondamentaux. C'était vraiment la thématique aujourd'hui. C'est si demain vous voulez vous lancer, quels sont les fondamentaux, mais ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui sont déjà indépendantes de savoir est-ce que ils cochent facilement toutes les cases. Euh, donc en fait, l'idée de cette slide, c'est vraiment de vous dire, voilà, si demain, moi, je veux me lancer en tant qu'indépendant, voilà ce qui va changer aussi par rapport à quand je suis salarié d'une entreprise où j'ai un peu moins de questions à me poser sur certains aspects. Est-ce que tu veux, Charlie, qu'on descende chaque point ou est-ce que pour toi, il y a des points qui sont plus importants ou majeurs dans le changement entre un salarié et un indépendant? Alors oui, il y a plusieurs points qui sont quand même importants dans cette salle qui méritent d'être mentionnés rapidement. La première, c'est qu'on peut exercer en tant qu'indépendant sous différents statuts juridiques. D'ailleurs, sans faire d'effet d'annonce, on aura un deuxième webinaire sur ce sujet, puisqu'il y a Mhm. beaucoup de formats pour exercer en tant qu'indépendant, avec à chaque fois des avantages, des contraintes, et en tout cas des choix à faire qui sont très structurants pour la suite. Donc, et c'est ça d'ailleurs une des difficultés aussi à bien définir ce qu'est un travailleur indépendant aujourd'hui au sens de la loi, puisqu'en fait, il y a vraiment plusieurs façons d'opérer ce changement-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Et d'ailleurs, un des premiers sujets, une des premières questions à se poser quand on se lance sur la partie technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est plus dans une logique de j'ai un employeur qui me rémunère pour un poste, mais c'est j'ai un client qui va me verser des honoraires pour une mission que je dois réaliser, soit au temps passé, soit avec des livrables. Donc on est dans un mode de fonctionnement qui est différent. On passe d'une relation qu'on dit, c'est comme ça qu'elle est définie dans la loi, de subordination entre un employeur et un salarié, puisque vous êtes censé, en tant que salarié, répondre aux directives de votre management. Bon, c'est comme ça que la loi le dit. Je pense que les choses changent, heureusement. Mais par contre, effectivement, quand on devient freelance, on est son propre patron. Et donc, quelque part, on doit endosser un certain nombre de responsabilités qu'on n'endossait pas jusque-là. Et on rentre dans une relation de client-fournisseur. Donc, on n'est pas du tout dans la même approche, la même posture. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut réussir à travailler et ne pas complètement transposer sa vie d'avant en changeant juste le contrat. Ça demande quand même de se poser un certain nombre de questions quant à sa posture. Et Mhm. ensuite, évidemment, ce que ça apporte, on va y venir plus largement ensuite, mais c'est quand même une grande flexibilité dans son organisation perso-pro. Alors, ça a des avantages comme des inconvénients, il faut savoir le gérer. Et donc, tout le monde, ça, on l'a pas dit en introduction, mais je pense que c'est important, tout le monde n'est pas fait pour être freelance. C'est Mhm. vraiment, il faut quand même avoir une certaine forme d'appétence pour justement plus d'autonomie, plus de flexibilité, mais évidemment, ces avantages-là viennent avec peut-être de nouvelles responsabilités qu'il faut aussi bien gérer. Je pense que Je rebondis là-dessus, effectivement, parce que, en fait, quand vous êtes salarié, alors, enfin, ce que je vais dire n'est pas forcément totalement vrai, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes freelance et que vous trouvez une mission où vous allez travailler chez un client, on vous prend vraiment à 10 000 pour l'expertise que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que on va vous rémunérer au temps passé, souvent, c'est régulièrement quand même le mode de fonctionnement, ce qu'on appelle le TJM. Du coup, en partant de cette base, on va vraiment vous demander à ce que l'expertise que vous indiquez posséder soit vraiment déployée dans l'entreprise pour laquelle vous allez travailler.
Et donc, le lien change dans le sens où, en fait, c'est vous qui êtes porteur d'une connaissance, d'un savoir, d'une technique, et donc qui devez être beaucoup plus responsable encore qu'en tant que salarié dans la mise en place et dans la réussite. Et ça, je pense que c'est vraiment beaucoup plus encore une obligation de résultat que de moyens. Exactement. Et c'est fondamental, en fait, si vous voulez développer une activité de freelance. Il faut toujours être assez proactif. Il y a vraiment des postures à avoir. On a une question d'Erwan qu'on prendra tout à l'heure, mais sur comment se faire connaître, etc. Le bouche à oreille, en fait, il fonctionne avant tout par rapport au travail que vous avez pu réaliser déjà chez des clients. Et si demain, vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant, ça impliquera que vous soyez chef d'entreprise. Alors, ça peut être une petite entreprise et c'est pas péjoratif. Par contre, si vous avez déjà comment dire, des recommandations, si vous avez, avant, on avait ça, c'était des lettres de recommandation. On demandait une recommandation papier. Maintenant, c'est plus sur LinkedIn ou je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'était comme ça qu'on pouvait montrer aussi qu'on avait une certaine compétence. Et je pense que ça, c'est vraiment ça beaucoup à retenir aussi, quoi. Je te rejoins. Donc, en fait, c'est vraiment passer dans un état d'esprit qui est celui du soloprenariat. Exactement. Non, ce mot existe et il est tout à fait adapté justement à la logique de freelancing, donc avec tout ce que ça implique. Et donc, effectivement, il faut se projeter dans une posture qui est un petit peu différente. Et là où je te rejoins, c'est qu'évidemment, un client qui paye un tarif convenu pour une expertise, il va être moins dans l'accompagnement et le développement des compétences par nature, par essence. Donc nous, ça, c'est aussi des choses que par contre, chez Bigger, on va apporter, on va vous aider à vous former, on va vous donner des pistes et on peut aussi être facilitant sur une relation avec une entreprise pour dire, bah voilà, le talent a telle et telle expertise. Il lui manque peut-être, bah voilà, une marche à gravir, mais c'est aussi ça l'intérêt de la mission pour lui ou pour elle. Et donc ça, c'est vraiment le type d'approche qu'on a aussi avec nos clients. Et c'est vrai qu'intrinsèquement, c'est plus difficile de faire valoir un potentiel que des compétences voilà, déjà acquises et sur lesquelles vous allez avoir effectivement besoin de preuves. Et donc ça, donc c'est pour ça que parfois, en fait, il y a des personnes qui ont besoin de passer en tant que salarié avant pour se lancer en tant que freelance. Il y a des gens qui commencent directement dans le freelancing. Il y a même des étudiants qui commencent à faire des petits jobs en freelance avant. Et finalement, c'est toutes les expériences que vous pourrez avoir eues avant qui feront que vous réussirez un peu plus vite ou un peu moins vite en tant qu'indépendant. Mais c'est surtout votre état d'esprit qui va jouer à un moment donné, en fait. Voilà. C'est ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut encore une fois être bien accompagné, parce qu'on passe tous des caps. Même quand on a 10 ans, 15 ans de freelancing, il y a des moments où on a besoin d'accompagnement plus poussé pour passer des paliers ou juste simplement recentrer un peu l'activité qu'on voulait avoir historiquement quand on s'est lancé. Si on passe sur les avantages et les défis, pour pas dire inconvénients, parce qu'en fait, les inconvénients, c'est vraiment propre à chacun. Est-ce que chacun en présente une? Charlie, ça te dit? Ouais, très bien, on fait ça. Ok, et bah tu peux choisir celle que tu veux. Allez, je commence par une qui est très importante pour moi, enfin, moi, je crois que ça a été l'élément déclencheur. C'est la liberté et la variété dans le choix des missions et donc des clients. Et je trouve que cette liberté, elle n'a pas de prix. Le fait de pouvoir choisir avec qui je vais travailler, des gens qui partagent peut-être mes valeurs ou en tout cas certaines convictions. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Et en tout cas, pour moi, ça a été le moteur. Et je sais qu'effectivement, en échangeant quand même, voilà, nous, on échange tous les jours avec des dizaines, parfois des centaines de freelance, toute l'équipe. On voit que ça, c'est un moteur qui est effectivement extrêmement puissant. On est tous un petit peu en quête de sens. Et donc, le fait de choisir avec qui on travaille, ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et le fait de le choisir, en plus, sur des périodes qui, du coup, par définition, sont un petit peu plus courtes. Et donc, ça permet de travailler on a par exemple des freelances qui travaillent avec différents clients en parallèle. D'autres qui travaillent mono-client, presque comme un salarié pendant 2 ou 3 ans. Donc ça va être aussi vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. Mais je trouve que c'est une grande liberté qui est offerte par ce statut et qui est vraiment précieuse. Yes. Et effectivement, je pense qu'aussi Bigger peut apporter une aide dans l'organisation. Parce que parfois, vous allez avoir déjà, vous, un client avec qui vous travaillez, mais c'est pas du temps plein. Vous postulez à une mission sur laquelle on ne cherche pas un temps plein. Et Bigger va vous permettre aussi de savoir est-ce que l'ensemble peut bien fonctionner. Moi, la partie défi que je prendrais, c'est sur la partie revenu, en fait, au niveau un peu global. Parce que j'essaye d'être au maximum terre à terre au quotidien quand je travaille. Et je me dis, en fait, comment est-ce que je peux faire demain quand je me lance pour avoir une rémunération qui reste attractive et qui n'est pas en chute par rapport à une activité de salarié que j'aurais pu avoir avant.
Et je pense que vraiment aujourd'hui, et ça, on en reparlera de toute façon dans les webinaires à venir, notamment sur le choix du statut qui peut vous apporter de la protection et sur aussi le fait que vous facturez en TJM, c'est un fonctionnement assez différent. Parfois sur des montants qui peuvent être limite impressionnants. Il y a des indépendants, des freelances qui font des missions à plus de 1000 euros au jour. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre surtout les mécanismes de fonctionnement et comment est-ce que en fait le modèle économique d'un freelance fonctionne par rapport à un salarié. Et c'est complètement différent, mais finalement, c'est pas parce que demain vous êtes indépendant que vous allez mal gagner votre vie, que vous allez galérer pendant 8 mois, un an. Ça va vraiment dépendre de votre profil, de votre expérience et de votre capacité aussi à comprendre tous ces mécanismes de fonctionnement rapidement. Voilà. Donc, c'est un défi, c'est clair, parce que avoir une activité d'indépendance, c'est pas non plus donné à tout le monde, comme on dit, c'est pas fait non plus fait pour tout le monde. Ça peut être source de stress. Il y a des moments dans sa vie où c'est pas forcément le bon moment de le faire, mais voilà, c'est un peu un défi qui peut être aussi une source énorme, et c'est là pour ça qu'on le met dans l'avantage, de liberté dans le choix des missions, mais dans la liberté au quotidien aussi. Si vous avez des enfants, si vous voulez avoir d'autres projets à côté, enfin, l'équilibre peut vraiment être hyper intéressant. Voilà. Oui, tu as raison. Donc là, effectivement, le défi qu'on avait mentionné, c'est plus effectivement le fait que ça varie, hein, parce qu'évidemment, ça va varier en fonction de votre activité. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas une rémunération fixe comme lorsque vous êtes en salariat. Par contre, ce qu'on constate, alors nous, c'est vrai qu'on est sur des populations de talents assez qualifiés, mais on a aussi des néo-freelance qui se lancent, hein. Mhm. C'est que la pénurie de talents, elle a quand même poussé vers le haut aussi justement ce qu'on appelle le TJM, c'est-à-dire le tarif journalier moyen, donc le tarif que vous avez facturé votre client à la journée. Et on est sur des rémunérations qui, même sur des TJM qui peuvent être considérés entre guillemets comme étant bas par rapport à des fourchettes qui sont très très larges, puisque ça dépend de votre expertise et de votre unicité sur le marché. Généralement, vous vous en tirez quand même mieux qu'en tant que salarié si vous êtes voilà, sur à peu près le même rythme de travail. Et ce que tu dis, Bruno, est important, c'est-à-dire que là, on l'a tourné sous l'angle de la rémunération, mais la rémunération, c'est aussi une capacité de choisir. Et donc, on a beaucoup et de plus en plus de freelance qui finalement se retrouvent avec une rémunération qui pourrait être plus importante et qui font le choix de travailler sur 4 jours, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Et de C'est ça. garder un jour pour la partie soit admin, soit pour des loisirs, soit pour d'autres projets personnels, de développement artistique ou autre. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une capacité à pouvoir voilà, gérer son temps comme on le souhaite. Et c'est plutôt intéressant. C'est ça. Et je pense que c'est des nouvelles formules de mode et d'organisation du travail qui sont quasi connues de la majeure partie des grandes entreprises aujourd'hui et de beaucoup d'entreprises qui ont des besoins de recrutement importants. Mm. Donc en fait, le télétravail aujourd'hui devient beaucoup plus facile à mettre en place, mais le freelancing, notamment avec le Covid, mais pas que, devient aussi quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement qu'avant en fait. Ouais, Mais c'est par sûr. contre, il faut que ça soit accompagné et il faut que trouver des modes de fonctionnement qui font que vous gardez quand même un cadre, un équilibre, parce que sinon, parfois, la transition peut être aussi un peu difficile, en fait. C'est pour ça qu'on mettait dans le défi, notamment la transition entre salarié et freelancing. Demain, si on vous dit, ben, tu vas passer les 3 prochaines semaines chez toi tout seul, peut-être que ça peut faire peur. Et parfois, ça peut arriver quand même. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous proposer des solutions et des conseils. Alors, c'est l'intérêt de ce webinaire, mais il y en aura d'autres à l'avenir. Et là, on vous a mis en fait quelques conseils qui sont aussi un peu des choses que Bigger propose, mais qui peuvent vous aider à vous focaliser en fait sur votre travail et donc finalement sur le fait de réaliser une bonne mission, notamment chez ses premiers clients, pour ensuite vous consacrer ou mettre le nez dans d'autres choses. Oui, c'est ça exactement. Bah, on peut les passer rapidement, mais ce qui est important, c'est effectivement de vous concentrer là où vous avez de la valeur. Et parfois, mieux vaut déléguer certaines tâches, soit que vous ne connaissez pas, soit sur lesquelles voilà, vous n'avez pas le temps, parce qu'il y a aussi la gestion du temps quand on est indépendant et solo, c'est quand même un vrai sujet, hein. Notamment, comme c'est ça qu'on facture, c'est plus vous Exactement. en avez, plus vous pourriez entre guillemets facturer. C'est Donc, ça, c'est ça. voilà. Et le risque en voulant tout faire, c'est parfois de mal faire et en plus que ça nous prenne plus de temps. Donc là, le message, c'est de se dire: «OK, bah, en tout cas, sur certains pans sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, n'hésitez pas à vous faire accompagner». Alors, par Bigger sur certains sujets, mais y compris par d'autres, hein. C'est vraiment un conseil, c'est un peu une vérité générale. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on voit qui est peut-être un peu compliqué dans la transition
parce qu'on n'ose pas, parce que forcément, il peut y avoir un coût associé. Alors chez Bigger, c'est pas le cas, hein, c'est totalement gratuit pour les talents. Mais voilà, quand on délègue sa comptabilité, si on est en société, ça veut dire qu'il faut faire un petit investissement. Donc il faut pas avoir peur de ça, parce qu'en fait, cet argent-là, il est bien investi et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, j'ai envie de dire même en termes de charge mentale, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur là où vous avez de la valeur. Donc, si on les prend rapidement, effectivement, en tout cas, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est de vous aider à trouver des missions. C'est notre rôle premier, hein, donc, on va vraiment passer du temps avec vous pour comprendre votre projet professionnel, puis essayer de vous proposer des missions qu'on aura qualifiées, elles aussi, avant de vous les proposer. C'est-à-dire qu'on fait un vrai travail avec nos clients et entreprises, de comprendre quel est le besoin réel, hein, et de ne C'est pas ça. juste se baser sur une fiche de poste, parce que les fiches de poste, on sait qu'elles ne sont pas toujours, on va dire, elles ne reflètent pas complètement l'intégralité du contexte, des enjeux. Donc, nous, on passe beaucoup de temps à essayer de bien comprendre ça. Il y a un sujet, on l'a pas évoqué, mais il était présent sur la slide précédente de trésorerie. Quand on est indépendant, évidemment, il faut savoir gérer les entrées et les sorties. Et donc, il faut quand même avoir en tout cas, peut-être pas tous verser en salaire dès qu'on a facturé et qu'on a reçu le paiement. Il y a un sujet de gestion de la trésorerie d'une façon générale. Donc, nous, chez Bigger, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait un paiement comptant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de paiement. Vous émettez votre facture en fin de mois, vous êtes payé en début de mois. On n'est pas beaucoup à le proposer, très honnêtement. Et c'est un vrai avantage, puisque les entreprises avec lesquelles on contractualise, souvent, elles payent à 60 jours fin de mois, c'est-à-dire fin du mois plus 60 jours. Donc, parfois, il y a des délais et en plus, parfois avec du retard. Donc, nous, on vous garantit un paiement quasi immédiat, parce qu'on sait bien que quand on est freelance, justement, c'est compliqué de mobiliser de la trésorerie et que finalement, le chiffre d'affaires est assez proche de la notion de rémunération à la fin quand même. On a besoin de se payer. Déléguer vos tâches administratives, ça, c'est hyper important. On a parlé de la comptabilité. Il peut y avoir d'autres sujets comme ça où vous pouvez vous faire accompagner. Évidemment, ça dépend de l'appétence et de la capacité de chacun. Mais vraiment, ne passez pas vos week-ends à rattraper l'administratif de la semaine, parce que ça va marcher un moment, mais vous verrez que vous ne serez jamais aussi performant que des gens dont c'est le métier et qui pourront vous aider. Se faire accompagner lors de sa transition, c'est ce qu'on est un petit peu en train de faire avec vous, mais effectivement, renseignez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, soyez curieux, parce qu'en fait, c'est quand on est curieux qu'on découvre finalement plein de choses. Et puis, trouver le bon intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une relation de confiance, et qui n'est pas uniquement, vraiment, nous, c'est pas notre approche là pour, entre guillemets, faire un coup et vous positionner chez un client. Nous, c'est tout ce qu'on déteste, mais qui va vraiment être là justement dans un accompagnement beaucoup plus long. Nous, on a des freelances avec lesquels on travaille depuis plusieurs années et à qui on a proposé des challenges différents, à chaque fois de plus en plus larges en termes de responsabilité. Et donc, c'est aussi notre fierté de pouvoir accompagner des personnes vers grandir, parce que quand on est indépendant, c'est assez difficile, ça c'est un des challenges qu'on a évoqué, de faire valoir qu'on a des compétences en devenir et qu'on a envie d'apprendre et qu'on est capable de faire plein d'autres choses que ce qu'on a déjà fait avant. Donc ça, c'est aussi notre rôle, de vous accompagner justement sur ces sujets-là et de vous faire gagner aussi en crédibilité par rapport aux entreprises, parce qu'on vous connaît. Mhm. Et d'ailleurs, si vous regardez dans cette slide-là, on vous met quatre éléments sur 5 font euh, partie d'éléments avec des liens de relations humaines, c'est-à-dire d'échanges avec d'autres personnes. Et en fait, finalement, être indépendant, c'est aussi beaucoup ça. C'est se dire, c'est aller beaucoup plus proactivement vers les autres pour aller chercher de l'information, pour aller chercher du travail, pour aller chercher de l'aide. Et en fait, si vous avez envie, vous avez une appétence aussi par rapport à tout ça, dès le début de votre activité, vous avez de grandes chances que ça fonctionnera. Alors l'idée, c'est pas d'aller poster sur LinkedIn tous les matins, forcément, mais c'est beaucoup plus d'aller activer des réseaux. C'est de bien vous faire accompagner, donc d'aller vous regarder quels sont les différents acteurs qui peuvent accompagner des freelances. Ce que Charlie vous dit là, on vous paye tôt, on vous paye dès que vous émettez votre facture. Ben, en fait, il y a un vrai sens derrière à le faire. Parce que un indépendant, clairement, s'il travaille à la fin du mois, il a envie d'être payé rapidement. S'il n'est pas payé rapidement, des fois, il peut pas fermer. Enfin, il peut vraiment avoir des vrais sujets derrière de logement, de paiement de charges, ou même d'abonnement que lui peut avoir derrière. Enfin, il y a toute une réalité aussi derrière. Et donc, faire toutes ces démarches-là d'aller chercher des solutions, c'est quelque chose que Bigger vous propose et quelque chose que vous aurez à faire de toute façon, en fait, à partir du moment où vous êtes indépendant. Et au-delà des délais de paiement, en fait, je pense que la question contractuelle, c'est une vraie question. Nous, on a des clients qui font partie de secteurs où on ne négocie pas trop les contrats, et c'est des contrats qui sont définis pour tous les fournisseurs et qui sont C'est des ça. contrats difficiles, avec des pénalités, avec des
Voilà, je pense notamment au secteur du luxe, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, il y a des pratiques par secteur qui font que parfois, on est vraiment dans des contrats qui sont pas forcément aussi équilibrés que ce qu'on souhaiterait et nous, Exactement. on va prendre un certain nombre de risques que vous ne pourrez jamais prendre seul parce qu'on va mutualiser des risques. On sait que sur, voilà, 10 missions, s'il y en a une où effectivement on se retrouve à payer des pénalités parce qu'on les a acceptées à un moment donné, peut-être que c'est soutenable. Pour vous, ça ne le sera pas parce que, vous allez, finalement, perdre tout ce que vous aurez gagné. Rassurez-vous, ça n'est jamais arrivé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une capacité de est-ce qu'on est en mesure ou pas de prendre des risques? Qu'est-ce qu'on accepte de nos clients? Et là, aussi, enfin, voilà, la société avec laquelle vous travaillez, bah, vous devez un peu, voilà, vous assurer de ces pratiques, commerciales, de ces pratiques contractuelles et de vous assurer que vous ne vous mettez pas en zone de danger à cause d'un contrat. Parce que c'est bien beau de facturer, mais si vous avez un contrat où vous vous retrouvez, à rendre une partie de ce que vous gagnez, où vous vous retrouvez à être payé 3 mois plus tard quand tout va bien, et autres, ça vous fait courir des risques à vous. Et ça, c'est vraiment important de bien le mesurer. Vous devez avoir une gestion des risques assez fine. Ouais, tu as raison. Et c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois de dire, c'est qu'en fait, vous avez des freelances qui vous disent parfois, non, mais passez par un intermédiaire, moi je peux faire en direct, etc. En fait, il faut se rendre compte que les clients avec qui vous travaillez, très souvent, ils ont des cahiers des charges où ils ont des process qui sont mis en place, qui fait que si vous ne travaillez pas avec Bigger, par exemple, vous ne travaillerez pas avec ce genre d'entreprise. Parce qu'ils ont une taille critique qui font qu'ils mettent en place des process, qu'ils ont des cahiers des charges et ils demandent aussi à travailler eux-mêmes avec des intermédiaires qui ont atteint une certaine taille, qui ont la capacité de proposer X ou Y services par défaut, qui ont X ou Y années d'expertise. Et donc, de passer par Bigger vous aide aussi à être plus costaud par défaut, puisqu'en fait, derrière, quand vous avez besoin d'aide, de conseils ou qu'il y a un pépin, ben directement, Bigger est là pour mettre son nez dedans aussi et vous aider en fait. Ouais, Donc alors nous, ça, on a un c'est service de médiation d'ailleurs neutre, hein, et là aussi, c'est assez différent. On ne prend pas forcément parti pour toujours les entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On a un vrai service de médiation neutre. Donc, dans les cas où ça se passe pas comme ça de vrai, on fait vraiment une réunion tripartite. On prend les éléments de chacun. Alors, on n'est pas un tribunal, hein, mais on essaye voilà, de définir comment on peut améliorer la situation. Et ça nous est arrivé parfois d'avoir des entreprises qui n'aient pas de bonnes pratiques et d'arrêter de travailler avec ces entreprises en notre âme et conscience ça. parce qu'elles ne justement, les valeurs ne correspondaient pas. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on fait pour vous. On est aussi là pour vous aider. On sait que le rapport de force, il n'est pas toujours en faveur du freelance. Et donc, c'est vraiment ça aussi qu'on essaie de travailler avec vous parce que justement, on peut avoir une puissance dans la négociation qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir quand on est seul. Et c'est important, je pense vraiment à se le rappeler, c'est-à-dire que du coup, finalement, vous n'êtes pas si seul que ça à ce moment-là. En fait. On va enchaîner sur encore plus de concret, Ouais. sur comment bien préparer son lancement. Alors, je vais vous lancer un petit peu, enfin, je vais tout vous lancer d'un coup, entre guillemets, mais on va le détailler avec Charlie. Euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a la partie choisir son statut. Euh, Est-ce que tu veux que je prenne la main là-dessus, Charlie, et que j'explique un petit peu les différences ou... alors, c'est quelque chose qu'on va retravailler dans le prochain webinaire, notamment, pour vous donner, pour rentrer vraiment dans le détail. Euh, Tu veux que Vas-y, je t'en prie. Ouais, alors, pour moi, si je devais vous donner, en fait, un conseil, c'est ne prenez pas ce sujet-là à la légère. En fait, choisir son statut juridique d'entreprise, ça veut dire soit je vais être auto-entrepreneur, soit je vais être en société, et il y a différentes formules. Et soit je vais être en portage salarial, par exemple, soit je vais passer par une COP. Enfin, il y a énormément de formules différentes qui peuvent exister. Et certaines sont plus adaptées à votre situation personnelle. Si vous avez des enfants, si vous avez des prêts immobiliers, si vous voulez accéder au logement. Et donc, travailler ce sujet-là en étant accompagné par des personnes qui en ont déjà fait l'expérience ou par un expert comptable ou autre, ça va vraiment être important puisque ça peut avoir des incidences sur le revenu à la fin de mois que vous pouvez avoir sur votre compte. Ça a une incidence directe et sur la retraite que vous pourrez avoir ou encore sur les charges que vous allez payer, que vous pourrez récupérer, que vous pourrez passer dans votre société ou pas, etc. Et Donc ce sur votre sujet-là est capacité à vous endetter. exactement. Enfin, vraiment, oui, effectivement, c'est très, très structurant. Ouais. C'est hyper large, mais c'est très structurant, mais c'est pas si compliqué que ça au final, en fait, quand on met la tête dedans. Mais il faut mettre la tête dedans pendant un petit temps et surtout au début, en fait. C'est ça qui va avoir aussi quand même une incidence à moyen terme. Si, imaginons, vous faites un résultat positif,
vous ferez un résultat positif parce que c'est difficile de faire un résultat négatif comptablement parlant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pourrez, si vous avez un résultat positif en fin d'année et vraiment important, ce qui arrive, eh ben, vous pourrez vraiment l'optimiser pour améliorer vraiment votre quotidien, faire autre chose. Enfin, il y a vraiment des subtilités importantes à avoir en tête. Donc ça, c'est la partie statut. Dans quelques semaines, on va vous proposer un prochain sujet. Donc restez un peu connectés, mais voilà, le statut, c'est important. Ouais, on va faire un webinaire vraiment dédié là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Et C'est ça. malheureusement ou heureusement, peut-être heureusement, il n'y a pas une solution qui se détache de tout le reste. Ça dépend tellement de la situation personnelle dans laquelle vous êtes que C'est ça. l'avantage, c'est que vous êtes sûr de trouver une solution qui voilà, vous conviendra. L'inconvénient, c'est que ça donne une liberté de choix et donc il faut quand même se poser les bonnes questions pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais. C'est ça. Euh, Ouais, je te laisse, Charlie, si tu veux la Pour la partie suite, gestion financière. sur deux, ok, ça marche pas. Donc, organiser sa gestion financière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouvrir un compte bancaire au nom de la société. Alors, si c'est une société, alors, là aussi, on verra qu'en fonction des statuts, c'est pas les mêmes obligations et il y a comment dire, une charge qui est pas la même non plus, qui peut être plus ou moins compliquée en fonction du statut que vous allez choisir. Il faut voir comment vous allez traiter votre comptabilité. Voilà, ça c'est aussi un sujet quand même important puisque vous allez avoir, comme on disait, en tout cas dans certains statuts, des obligations comptables. Hein, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi, évidemment. Vous aurez, dans tous les cas, ça, quel que soit le statut, des déclarations, peut-être pas en portage, mais sinon des déclarations à faire pour payer vos cotisations sociales et puis donc effectivement on effectuer les règlements. Donc c'est hyper important de comprendre parce que ça aussi c'est de la gestion de trésorerie, se dire ok, quand est-ce que je déclare, quand est-ce que je dois payer, à quel moment ça intervient, quel organisme, pourquoi, et aussi dans votre mini business plan lorsque vous lancez, de provisionner ces charges-là. Évidemment, encore une fois, je le rappelle, le chiffre d'affaires, c'est pas le revenu. Hein. Si vous facturez 100, vous n'allez pas vous mettre 100 dans la poche, vous allez devoir quand même payer vos cotisations sociales, faire tourner potentiellement votre société si c'est le statut que vous avez choisi. Donc, il y a vraiment un questionnement autour de ça. Et puis, on le redit, hein, on insiste là-dessus, mais c'est important. Faire appel à des experts, c'est quand même recommandé. Et peut-être au moins les premières années, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on grandit, si on reste à la même taille, mais en tout cas on grandit dans nos compétences et nos connaissances, on peut avoir envie par curiosité de regarder. Mais les premières années, c'est même pour moi vraiment prendre un risque de vouloir faire seul. Et je vous dis ça en l'ayant fait seul. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être bien accompagné, de bien comprendre. C'est un vrai métier. On n'est pas expert comptable tout seul. Hein. Et si c'est un diplôme qui se prépare en 7 ans, c'est bien qu'il y a des raisons. Et en plus, comme le disait Bruno, au-delà de ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas, votre expert comptable, c'est un partenaire qui va pouvoir vous aider aussi sur un certain nombre de sujets, qui va pouvoir vous aider aussi à vous projeter dans l'après, ce qui est extrêmement difficile quand on est seul. Et je vous prendrai un exemple à la fin, mais le fait d'avoir une bonne gestion financière, ça vous assure aussi en cas de pépin parfois, et ça peut vous permettre aussi de vous faire des beaux cadeaux si vous avez choisi le bon statut avant. Donc en fait, c'est pas des sujets à... Il s'agit pas simplement de se dire, bon, il y a 1000 euros qui rentrent sur mon compte, comme tu l'as dit, du coup, je peux m'en donner 1000. C'est quand même pas mal d'avoir anticipé avant et d'avoir fait des pré-calculs ou d'avoir quelqu'un qui peut vous faire le calcul, ce qui fait qu'à la fin, ce qui vous est viré, c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez être certain pour faire ce que vous voulez derrière. Là, à côté de ça, il y a l'autre sujet qui méritera aussi qu'on y dédie vraiment une bonne heure complète. Et je pense qu'on le fera, ça sera sur protéger son activité, ce qui va aussi rassurer ses clients. Ça veut dire demain, vous vous lancez en tant qu'indépendant. Quand vous êtes salarié, vous avez votre mutuelle qui est payée par l'entreprise. Vous voyez ou pas sur votre fiche de salaire que vous la payez en partie ou pas. Ça dépend des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Votre retraite, c'est pareil. Vous avez des cotisations en tant que salarié obligatoires, en tant qu'indépendant aussi, mais elles sont souvent inférieures. Ce qui fait que vous avez besoin de vous protéger contre différents types de risques. Ça peut être le risque de tomber malade. Ça peut être le risque de tomber malade quelques jours, mais aussi quelques semaines ou malheureusement parfois plus. Ça peut être le fait d'avoir une prévoyance quand vous perdez la capacité à travailler pendant un temps court ou un temps long pour vous assurer un revenu quand même malgré tout à ce moment-là. L'idée, c'est d'être protégé aussi pour sa retraite. Quand on est indépendant, on ne cotise pas assez. Mais vraiment, même par rapport, même si vous avez un statut d'entreprise en société classique, il faut complémentairement avoir des retraites complémentaires, privées, placer son argent. C'est vraiment fondamental.
Et vous avez aussi la responsabilité civile professionnelle, qui est parfois inclus quand vous travaillez chez un client en passant par Bigger, si je ne me trompe pas. Mais parfois, vous devez aussi en avoir une personnellement si vous travaillez chez des missions, chez des clients en direct. Et tout ça, c'est des protections qui vous permettront de vous couvrir si demain vous avez un pépin. Je vous prends un exemple très concret. Vous faites une fausse manip sur un système d'information. L'entreprise perd, je sais pas, une base de données qui a mis 3 mois à être développée. Ben, c'est important de savoir qui en est responsable et comment on va faire pour réparer cette erreur. Et d'être Et assuré pour ça. Et exactement. ça peut être aussi des choses toutes bêtes, hein. Vous descendez un escalier 4x4 parce que vous êtes en retard pour votre réunion, vous renversez quelqu'un, la personne se bute la tête, enfin vraiment, c'est pas de chance, elle finit à l'hôpital, vous êtes responsable. Et donc, effectivement, c'est hyper important, voilà, d'être bien couvert. Et en tout cas, ce sujet-là, tout ce sujet de protection de votre statut, de vous à titre personnel et de vous à titre professionnel, il est majeur. Si vous n'êtes pas couvert à titre personnel et qu'il vous arrive quelque chose, de toute façon, vous ne ferez pas grand-chose à titre professionnel. C'est Donc, ça. pensez à vous. Ça, c'est un sujet qui est aussi très lié au statut, parce qu'il y a des statuts qui, par défaut, sont assez protecteurs, quand même, malgré tout, assez souvent peu protecteurs par rapport aux salariés, mais quand même, et d'autres qui ne le sont, au contraire, pas du tout. Donc ça va aussi dépendre de votre appétence au risque, de votre situation personnelle médicale, hein. On en parlera quand on fera le choix des statuts et on pourra creuser. Mais en tout cas, nous, on vous incitera toujours à bien vous protéger parce que l'outil de travail, dans ce cas-là, c'est vous, hein. Donc, C'est ça, exactement. il faut quand même que vous soyez protégé, que vous soyez posé ces questions-là et en tout cas, que vous connaissiez les risques que vous prenez si vous n'êtes pas protégé. C'est ça. Et donc, le dernier point qu'on mettait en avant, c'est comment est-ce que vous pouvez financer votre projet et votre lancement, parce que bah, forcément, il y a un minimum d'investissement à faire, même quand on est indépendant. Ben, pareil, vous avez pas mal de solutions d'aide, mais qui vont varier aussi en fonction du statut d'entreprise que vous avez pris au début. Parfois, vous allez pouvoir cumuler l'aide à l'emploi, l'aide au retour à l'emploi, si vous avez fait une rupture conventionnelle ou que vous êtes intelligible. Vous pourrez avoir ou pas des maintiens de revenus. Vous pourrez demander, vous pourrez faire un emprunt pour acheter du matériel ou pas, si vous êtes en société. Enfin, il y a beaucoup de conditions, mais vous pourriez financer une partie de ces achats avec de l'aide de banques ou d'organismes divers et variés. Je vous prends un exemple par rapport à ça. Demain, si vous avez besoin d'acheter une voiture, en fonction de votre statut, vous pourrez ou pas l'enregistrer dans votre société. Et donc ça, c'est votre expert comptable aussi qui va pouvoir vous le dire et ça vous permettra peut-être de payer un peu moins d'impôts à la fin de l'année ou pas. Vous aurez forcément besoin peut-être de prendre une assurance complémentaire par rapport à cette voiture. Il faudra forcément l'assurer, mais elle sera peut-être payée ou pas par l'entreprise, encore une fois en fonction du statut. Et vous aurez la possibilité, par exemple, en fonction des régions dans lesquelles vous habitez, de vous faire financer à taux zéro ou même des financements de subventions de la part de la région si vous résidez dans certaines zones, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup d'incidences par rapport aux choix et aux actions que vous allez faire en tant qu'indépendant. Et donc, c'est important de les savoir à chaque niveau, de se dire, bah voilà, si je fais ça, voilà ce que je peux gagner, voilà ce que je vais perdre ou ce qui sera plus difficile. Donc ça, nous, on pourra, je pense aussi, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse, faire un webinaire sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Il y a quand même, on vous a quand même mis, donc là, on vous a juste mis les noms, mais ça nécessite une explication de texte parce que c'est pas simple. C'est ça. Quelques aides qui sont, on va dire, les aides un peu standards quand on se lance et qu'on est demandeur d'emploi. Là, donc toute la partie aide sociale, c'est surtout quand on est demandeur d'emploi. Donc beaucoup de salariés négocient une rupture conventionnelle, effectivement, pour pouvoir bénéficier du chômage, Ces aides, non c'est pas ça. uniquement pour bénéficier du chômage, mais en fait pour avoir droit aux aides à l'emploi, à la création d'entreprise, pardon, et les aides à la création d'entreprise quand on est demandeur d'emploi, sans rentrer dans le détail là, ça permet quand même plusieurs choses. Un, d'avoir des charges qui sont minimisées la première année. Deux, de pouvoir cumuler le chômage avec du chiffre d'affaires, pas du revenu, hein, du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on peut facturer un certain nombre de choses, pas forcément le transformer en salaire, mais
conserver malgré tout son salaire à Pôle emploi, voire même on peut décider d'avoir un capital, de toucher ses droits au chômage sous forme d'un capital et de ne plus rien devoir à Pôle emploi, donc ce qui permet là, pour le coup, d'être rémunéré tout en ayant bénéficié d'un capital qui correspond à entre 45 et 50% de vos droits à Pôle emploi en fonction du moment où vous faites la demande. Donc C'est tout ça. ça, on pourra y rentrer, enfin rentrer dans ce détail de façon très importante. Je vous le dis quand même parce que si jamais vous êtes sur le point de vous lancer, a priori si vous êtes là, c'est possible. Si vous souhaitez bénéficier de ces aides, il y a une erreur à ne pas commettre. Surtout, ne créez pas votre structure avant d'avoir reçu la lettre de notification d'ouverture des droits à Pôle emploi. Surtout, surtout, parce que là, sinon, vous perdez absolument toute capacité à réclamer des aides. Donc, d'abord, il faut être chômeur et reconnu comme tel par Pôle emploi. Et dès que c'est le cas, vous pourrez faire une demande de création de structure et y joindre cette lettre de notification d'ouverture de droits qui vous permettra de bénéficier de toutes ces aides. Mais ne vous trompez pas là-dessus parce que beaucoup font l'erreur et après, c'est irrattrapable. Et les sommes en jeu, comme on est en train de parler, normalement, vous avez droit à 2 ans d'indemnisation Pôle emploi quand vous êtes chômeur. On parle donc de 1 an. Ce n'est pas 1 an de salaire, c'est bien 1 an d'indemnisation Pôle emploi, mais ça peut quand même faire des sommes. Donc surtout, ne faites pas cette erreur. Ça fait très vite des sommes, notamment si vous aviez un bon revenu avant en tant que salarié, c'est vraiment à pas négliger. Ouais, ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Exactement. Donc du coup, l'idée aussi de bien se préparer. Alors, on est un petit peu en retard entre guillemets, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que là, on vous donnait aussi 3 éléments et sujets importants qu'il faudra qu'on vous représente à d'autres moments pour vous montrer comment construire votre projet et vous permettre de construire votre projet d'indépendant. Si je vous fais un résumé entre guillemets, mais l'idée c'est savoir où vous allez, c'est-à-dire dans quel marché vous allez travailler. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience sur ce marché? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà du réseau? Comment il fonctionne? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce marché et à ses clients en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous avez appris à faire ou de ce que vous aimeriez faire à terme? Parce que parfois, il faut passer par des formations aussi avant d'avoir une offre précise. Il faut d'abord peut-être avoir eu des expériences sur des choses un peu moins importantes ou alors avoir des certifications et ensuite savoir comment fixer son TJM. Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie de facturer à un client 1 000 euros par jour, mais peut-être que si vous faites que 500, mais que vous travaillez toute l'année, vous gagnerez plus d'argent que si vous facturez 1 000, mais que vous travaillez que 3 jours. Donc il y a énormément de calculs aussi à faire par rapport à ça. Et puis, il y a une grande variabilité. C'est-à-dire que nous, on a des consultants avec lesquels on travaille qui facturent 500 euros par jour. On en a d'autres, c'est 2 000. On a vraiment tout le panel. Et donc ça dépend vraiment, encore une fois, de justement votre positionnement, d'où l'intérêt de bien définir votre offre. Ça, c'est vraiment important. Et une erreur que nous, on voit souvent, c'est faites-le bien dans ce sens-là, c'est-à-dire étudiez le marché avant de définir votre offre. Parce que quand on se lance en tant que freelance, ce qu'on a tendance à se dire, c'est OK, qu'est-ce que je sais faire et comment je vais le vendre? Non, c'est pas ça la vraie question. C'est de quoi mon marché aurait besoin en fonction de mes compétences. Et donc, parce que si vous le faites dans ce sens-là, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des missions. En tout cas, vous serez posé les bonnes questions. Et donc, comment je peux répondre à ces attentes-là? Et donc, nous, on peut vraiment vous aider sur une vision de marché en vous expliquant, ce que recherchent les clients, les compétences qui sont importantes à mettre en avant peut-être dans votre profil, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, après, ça va vous permettre de bien définir ce que vous pouvez apporter sur ce marché-là et donc fixer votre tarif. Alors, d'ailleurs, il y a 2 approches là aussi pour fixer son tarif. La première, c'est de calculer son TJM en fonction de ses charges. Moi, ce n'est pas celui que je recommanderais en premier. C'est là aussi, considérez bien le prix que vous valez, que vous estimez valoir sur le marché. Vérifiez si c'est compatible avec vos charges et puis lancez-vous, quoi. Mais là, Et surtout, aider aussi sur la fixation du tarif, puisque justement, on travaille, nous, avec beaucoup de consultants indépendants. On est tout à fait à même de pouvoir vous aider et en fonction de votre profil, on ne pourra pas vous donner un chiffre forcément exact, mais on pourra vous donner une fourchette dans laquelle on pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver des missions et qui reflètera aussi votre vraie valeur, parce que comme on l'a mis, ce qui est important, c'est de ne pas se brader. Et quand on se lance, des fois, on a un peu tendance à se brader en se disant « je remonterai plus tard », mais ce n'est pas forcément une bonne stratégie. C'est ça. Et ce sujet-là, il est vraiment dense et en fait d'avoir les clés de la bonne gymnastique d'esprit, à dire justement pas forcément partir des charges, etc. C'est des mécanismes qui sont intéressants à comprendre pour vous permettre vraiment d'avoir un bon TJM. Parce qu'on entend souvent, oui, j'ai facturé X K euros ou je facture X euros par jour. Et en fait, quand vous contactez la personne et que vous lui dites, moi, je cherche
j'ai une mission à te proposer. La personne, elle vous propose un TJM qui est complètement différent et en fait, vous vous rendez compte qu'elle facture pas à ce montant-là. Donc, n'écoutez pas forcément Oui, ce que c'est vrai. vous voyez sur les réseaux ou autres. Soyez pragmatique et renseignez-vous auprès de gens qui ont déjà, comme Bigger, facturé ou déjà rencontré beaucoup d'indépendants et qui sauront vous guider à la dizaine d'euros sur le TGM que vous pourrez facturer par jour, en fait. Et c'est Voilà, notamment vrai si vous avez des plateformes, sur lesquelles vous vous connectez, vous mettez vos tarifs. c'est Ne ça. croyez pas les tarifs que vous voyez, puisque ce qui se passe dans les plateformes ouvertes, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que nous on n'a pas fait ce choix-là, c'est que quand vous inscrivez, comme c'est visible du client, les gens ont tendance à sous-coter leurs tarifs pour avoir des leads, des clients qui leur écrivent en disant: «Bah, tiens, je serais très intéressé à ce qu'on travaille ensemble» et cetera, et ensuite ils font un travail de remonter leurs tarifs. Donc Mhm. vraiment méfiance là-dessus, et effectivement mieux vaut s'appuyer sur l'expertise de gens qui connaissent vraiment le marché et qui pourront vous aiguiller, plutôt qu'en faisant uniquement des recherches sur internet. Ça vaut le coup d'avoir quelques échanges effectivement avec des pairs ou bah, voilà, des intermédiaires comme Bigger ou d'autres sociétés, pour vraiment pouvoir vous confirmer, ce que, vous devriez facturer potentiellement. Exactement, parce que rien ne vous interdit en fait de mettre le montant que vous voulez sur certaines plateformes, donc c'est important de, euh, de bien, comment dire, être renseigné. Voilà. Euh, on va passer à la partie prospection. Euh, Est-ce que Charlie, tu veux nous expliquer un peu quel était l'intérêt de cette slide? Alors l'idée, c'est de vous donner des astuces pour vous permettre de trouver votre première mission. On en a déjà quand même un petit peu parlé avant. Ouais. Euh, pour toi, le point le plus important, ça Je serait j'en quoi? je vais en profiter pour, voilà, répondre à la question d'Erwan, puisque c'était une de ses questions aussi, sur les réseaux, de prospection. La prospection, c'est vraiment très vaste. C'est à vous aussi de, voilà, de définir quels sont, les canaux qui fonctionnent pour vous, mais on en retrouve quand même, certains qui sont, toujours valables. Évidemment, il faut absolument, bah, bien cultiver votre réseau professionnel, hein. Donc n'hésitez pas à recontacter, voilà, d'anciens collègues, d'anciens contacts, enfin essayez d'être le plus ouvert possible, et faites savoir que voilà, vous avez une nouvelle activité, que vous exercez en indépendance. Ça, c'est hyper important. Heu, N'hésitez pas à identifier des clients ou des entreprises avec lesquelles vous aimeriez travailler, et peut-être un petit peu cartographier, voilà, les personnes, décideuses, et surtout évidemment, et surtout pour vous lancer, mais même, par la suite, essayez de travailler quand même avec des personnes qui vont pouvoir vous proposer des missions, parce que l'effort que vous allez y mettre va être, infiniment plus pertinent que si vous cherchez tout seul. On l'a dit, il y a des politiques achats qui sont complexes. Les grandes entreprises ne savent pas encore toujours bien travailler avec des freelances en direct. Honnêtement, c'est vraiment le cas. Et donc, vous risquez peut-être d'identifier des opportunités et d'être bloqué à un moment donné au moment de la contractualisation. Vous aurez fait beaucoup d'efforts, vous aurez fait peut-être un gros effort d'avant-vente. Et si ça ne se concrétise pas derrière, c'est aussi du temps que vous avez passé sur des choses, bah, que vous avez, entre guillemets, perdu parce que vous n'avez pas réussi à transformer. Donc, n'hésitez pas là aussi à bien vous faire accompagner, bien vous faire coacher. Voilà, vous inscrire sur Bigger ou chez d'autres, hein, voilà, mais en tout cas, c'est important effectivement de savoir où choisir. LinkedIn, c'est quand même un incontournable, hein, vraiment. Il y a aussi quelques sites qui permettent de trouver des missions freelance, voilà, qui sont bien référencés, que vous pouvez utiliser. Mais là aussi, ça va dépendre de votre positionnement. Si vous avez un positionnement ultra expert, il y a des chances que, en tout cas, dès qu'il y a un petit peu de notoriété sur le fait que vous soyez lancé, les missions viennent à vous quasiment toutes seules, et que vous deviez refuser des missions. Si vous êtes sur un rôle plus mainstream, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a beaucoup, si vous êtes chef de projet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs de projet sur le marché, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc là aussi, sur le positionnement, il faut se poser la question de comment on peut se différencier. Donc la prospection, c'est un sujet qui est très large. Il faut réfléchir à toutes les opportunités. Moi, je me souviens d'un prof qui me disait: «On peut trouver son prochain boulot, chez le coiffeur», et c'est vrai. Donc voilà, faites-le savoir, ça, c'est vraiment important. Échanger avec votre famille, vos amis, et puis, bah, évidemment, enfin, investissez un petit peu de temps en vous inscrivant justement, par exemple, sur Bigger, parce qu'il y a un effet démultiplicateur qui est très important, puisque on va pouvoir vous ouvrir aussi accès à beaucoup, beaucoup d'entreprises et beaucoup de missions d'opportunités, qu'on pourra échanger avec vous, et surtout si on commence à travailler justement dans une démarche long terme, ce que nous on promeut, parce qu'on vous connaîtra bien. Et ça aussi, on l'a vu à certains moments quand on a des entretiens avec des clients qui sont pas convaincus sur un sujet ou autre. Nous, on est capable d'être ce rôle de preuve sociale dont parlait Bruno tout à l'heure, de C'est dire, ça. bah, nous, on a déjà travaillé en fait avec, et on sait que sur ce sujet-là, la personne qu'on vous propose, elle sait faire parce qu'on l'a vu faire. Et Mhm. ça, c'est pareil. Si vous le dites, ça n'aura évidemment pas le même impact que si nous on le dit, puisque on vous connaît, on a travaillé avec vous, et qu'on engage aussi notre crédibilité en le faisant. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on ait des relations comme ça long terme aussi ensemble.
Exactement. Donc du coup, si on considère que c'est à vous de vous lancer, alors là, on avait un deuxième sondage que je vais vous proposer. Je vais vous le mettre en même temps et on va continuer parce qu'on a un petit peu de retard et j'ai pas envie de vous retarder dans votre journée non plus. Alors, je vous le publie. Tac. Euh, Aimeriez-vous être accompagné pour vous lancer en tant que freelance? Je vous laisse y répondre. Ça vous permettra aussi à Bigger de revenir vers vous si vous le souhaitez. Euh, Ce qu'on voulait vous dire en fait aussi, si demain vous êtes prêt à vous lancer, c'est que vous êtes sur un marché qui est plutôt porteur, même carrément porteur. Et ça, j'insiste, notamment si vous avez des expertises métiers fortes, vous n'avez pas vraiment de soucis à vous faire. Oui, à l'inverse, Deux, ne passez pas 3 mois sur un BP, si vous êtes dans un rôle où vous savez que, enfin voilà, si, vous êtes développeur, si vous savez que vous êtes sur un marché ultra pénurique et en tension, bon voilà, vous pouvez faire un petit tour d'horizon, mais enfin voilà, je sais qu'on a parfois un peu peur de sauter le cap. Lancez-vous aussi à un moment donné, parce que c'est enfin ça, voilà, nous on sait qu'on a aussi des gens avec qui on échange régulièrement, qui ont toujours eu envie de se lancer, mais qui n'osent pas. Oser, c'est un bon moment pour le faire, c'est ça. et franchement, le risque il est très limité, et à nous aussi de vous aider à le réduire au maximum. Et entre un freelance qui s'est lancé il y a 20 ans ou même 10 ans et aujourd'hui, il y a un écart énorme entre le fait qu'avant il était vraiment seul et pour créer une boîte, c'était beaucoup plus compliqué par rapport à aujourd'hui où vous avez énormément de partenaires qui peuvent vous accompagner. C'est si votre projet est bien défini, et c'est pour ça que c'est aussi vraiment très important, si votre projet est bien défini, vous avez une offre claire avec des demandes ou de la demande potentielle par rapport à l'analyse que vous en avez faite, clairement ça va rouler et il faut vraiment pas être inquiet. Ouais, je rajouterai un petit point là-dessus, ça c'est Ouais, important aussi. Si vous cherchez des missions en n'étant pas encore freelance, vous risquez d'avoir du mal à en trouver. Par contre, vous verrez que le jour où vous êtes disponible immédiatement, vous en trouverez beaucoup plus. C'est quand même un critère de choix des entreprises quand elles font appel à nos services, et à d'autres quand elles cherchent, c'est souvent pour tout de suite. Donc ne vous exactement. inquiétez pas si vous cherchez dans 3 mois, c'est pas forcément grave que vous ne trouviez pas. Par contre, quand vous serez bien lancé et établi, vous aurez sûrement beaucoup de sollicitations. C'est ça. Alors là, on va arriver sur la fin de ce webinar. C'était dense. L'idée, c'est que à l'avenir, on va sûrement vous décomposer les différentes grandes thématiques, notamment la protection et avant ça, le choix des statuts, lors de prochains événements. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous contacter. Vous avez une adresse email qu'on vous laisse ici, webinar@bigger.com. C'est Paola ou Karine qui vous répondra. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter et de vous créer un compte, bien évidemment, sur Bigger.